Des villes et des hommes, une émission proposée en partenariat avec Eiffage. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel des villes et des hommes qui sera consacré aujourd'hui à un sujet qu'on peut juger très à la mode depuis quelques années mais qui s'est beaucoup professionnalisé et qui réinterroge en profondeur notre relation à la nature et à l'alimentation, c'est l'agriculture urbaine. Alors, l'agriculture urbaine rappelle la façon aussi dont l'autonomie alimentaire du pays a été acquise après la Seconde Guerre mondiale et montre toutes les limites de ce système, en particulier au regard des conséquences du défi climatique. Au niveau mondial, marqué par une urbanisation très importante, vous le savez, galopante, même les conséquences sont là, de la surconsommation dans les pays riches à l'insécurité alimentaire dans la majeure partie des villes du monde. Dans les deux cas, ce qu'on appelle la malbouffe. En 2019, 1 décès sur 5 dans le monde est associé à une mauvaise alimentation avec des pathologies de type obésité, surpoids, diabète, etc. Et également un grignotage continu des espaces agricoles périphériques qui ont pourtant longtemps joué le rôle de grenier des villes. Alors pour parler de toutes les solutions que nous offre l'agriculture urbaine, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui 2 invités en plateau. Aline Detry, qui est architecte urbaniste et directrice opérationnelle d'Eiffage Aménagement. Bonjour. Bonjour. Et Hugo Meunier, qui est le président fondateur de Merci Raymond, une entreprise d'agriculture urbaine. Bonjour. En préparant cette émission, nous avons constaté ce que nous pressentions. Ce sujet est tellement vaste et passionnant que nous ne chercherons pas à le boucler en 1 heure, si je puis dire, mais à inviter à la réflexion et évoquer surtout l'éventail des perspectives qu'il dessine. Première partie, histoire et constat de l'agriculture urbaine. Des villes et des hommes, le débat, première partie. Alors, la place de l'agriculture en ville s'est profondément transformée depuis 100 ans. Je rappelle qu'en 1891, 73% de la population rurale d'Île-de-France vivait de l'agriculture contre 14% en 1954 et en 2005, moins de 3%. Alors Hugo, ce sont des chiffres quand même assez vertigineux. Effectivement, c'est des chiffres qui vont faire que croître, puisqu'on voit la tendance d'ici 2050, 70% de la population sera urbaine, là où en Europe on est déjà à quasiment 80%. Et donc il faut repenser cette ville, il faut voir comment aussi les alimenter, et la notion d'agriculture urbaine et périurbaine en fait partie. Absolument. Je crois aussi qu'on a une problématique d'importation, puisque finalement nos villes ne sont absolument pas autonomes du point de vue alimentaire. Exactement, aujourd'hui seulement 1 à 2% des fruits et légumes qu'on consomme en ville ou proche des villes proviennent du département ou de la région. Et aujourd'hui, il y a tout un enjeu de cette résilience alimentaire, d'autant plus à cette période de post-Covid où on a eu cette autonomie alimentaire qui s'est posée. Alors, il y a quelques années, on avait tendance à sortir un chiffre et puis je me suis rendu compte qu'il était toujours valable. Un panier de fruits ou légumes français fait en moyenne 600 km avant d'arriver sur l'étal d'un commerçant. C'est effectivement énormément, c'est beaucoup de distance. On estime aujourd'hui à l'échelle de Paris 650 000 hectares qui seraient nécessaires pour alimenter la ville de Paris. 650 000 hectares pour alimenter la ville de Paris. Et on peut augmenter à presque 800 à 900 000 hectares à l'échelle de l'Île-de-France. Donc on conçoit qu'il faut aujourd'hui des terres agricoles pour alimenter une ville comme Paris. Ok. Alors, pourtant, Aline, l'agriculture en milieu urbain, ce n'est pas une nouveauté du XXIe siècle. Normalement, elle a historiquement toujours été présente dans les villes. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, nous n'avons vraiment rien inventé. Dès le XVIe siècle, à Paris, mais également dans toutes les villes du nord de l'Europe, on voulait cultiver des variétés de fruits de pays de climat plus chaud, méditerranéen notamment. Et on a développé ce qu'on appelle les murs à pêche ou les murs à fruits. Donc, c'est des murs épais qui absorbent la lumière du soleil pendant la journée et qui la rediffusent la nuit. La chaleur, vous voulez dire ? La chaleur, pardon, oui, pour maintenir les fruits à température. Ces techniques dont on n'entend plus du tout parler aujourd'hui a pourtant connu un grand succès. À son apogée dans les années 1870, il y en avait 600 km à Montreuil, mais aussi à Bagnolet. D'ailleurs, Paris intramuros était en situation d'autosuffisance alimentaire en 1800. L'Île-de-France était au centre des meilleures terres agricoles françaises, avec la Brie, la Beauce et la Plaine de France. D'accord. Alors, ça, c'est très intéressant. Moi, je ne savais pas du tout. 600 km de mur à pêche à Montreuil et à Bagnolet. Il n'en reste rien du tout, un petit peu ? Un petit peu. Un petit peu. On les préserve. On les préserve. Alors, nous avons interviewé Antoine Lagneau,
qui a œuvré pendant 10 ans à l'Observatoire régional de l'agriculture urbaine et de la biodiversité en Île-de-France. Et il est désormais enseignant-chercheur à l'Université de Bourgogne. Antoine Lagneau. Bonjour Antoine Lagneau. Bonjour. Première question pour vous. Les villes modernes sont denses et manquent cruellement de foncier. Pourtant, l'agriculture a longtemps eu droit de cité en ville. Quel regard historique peut-on porter sur la place de l'agriculture, selon vous ? Alors d'abord de savoir que les villes sont historiquement nées de l'agriculture. C'est la naissance de l'agriculture il y a 10 000 ans avant notre ère qui a permis au fond l'arrivée des villes, avec donc les premières agglomérations, parce qu'il y a eu une sédentarisation des êtres humains. Et puis progressivement, ces villes se sont développées. On va faire un saut et un grand bond dans le temps pour arriver donc au XXe siècle et au XXIe siècle plus précisément. Le développement de ces villes a eu pour conséquence une densité urbaine qui s'est elle-même renforcée, et progressivement la nature a fini par être évacuée des villes. Alors suivant un processus assez long évidemment, mais celle-ci aujourd'hui est réduite le plus souvent dans des métropoles denses à sa portion congrue. Et si la nature est réduite à sa portion congrue, l'agriculture urbaine en elle-même a quasiment disparu aux confins des années 70 pour finalement et progressivement revenir dans les villes sous l'impulsion à la fois, je dirais, d'activistes qui se sont rendus compte de la nécessité de retrouver de la nature, et plus précisément, je dirais presque de la nature ludique, à travers donc encore une fois l'agriculture urbaine. Et puis surtout, ces villes se sont rendues compte aussi, tout du moins celles et ceux qui sont, je dirais, en responsabilité, et bien de la nécessité à la fois de retrouver du vivant en ville, mais également du vivant comestible face aux différentes crises et enjeux sociaux, économiques, alimentaires qui traversent maintenant le XXIe siècle. Pensez-vous qu'on assiste actuellement à un retour pérenne de l'agriculture en ville ? Oui, très certainement. On n'est plus du tout dans un effet de mode comme on aurait pu le croire il y a encore une dizaine d'années. L'agriculture urbaine est maintenant bien enracinée, si je puis dire, notamment parce que chacun a compris, et quand je dis chacun, c'est notamment les acteurs politiques, les acteurs institutionnels, voire les acteurs privés. Chacun a compris ce que l'on pouvait apporter avec de l'agriculture urbaine. Il y a notamment plusieurs phases qui ont permis son implantation et qui font qu'aujourd'hui c'est un mouvement pérenne, et notamment le fait que des villes comme Paris en France ont développé des appels à projets pour pouvoir permettre une agriculture, je dirais, de production et une agriculture marchande, et donc passer d'une agriculture urbaine réservée ou entre guillemets liée plus à des activistes ou à un mouvement social à une agriculture urbaine davantage tournée vers le secteur marchand et productif. Et donc, l'arrivée également d'acteurs privés permet aujourd'hui de dire très clairement que c'est une agriculture pérenne et non pas, encore une fois, un effet de mode. Merci beaucoup Antoine Lagneau. Je rappelle que vous êtes chercheur associé au LIR 3S, laboratoire interdisciplinaire de recherche, société, sensibilité et soins. Eh bien voilà, Antoine Lagneau vient de nous le dire, il y a un retour pérenne de l'agriculture en ville qu'on peut aussi expliquer parce que ça répond à des nouveaux besoins de consommation, une nouvelle appétence. En préparant l'émission, je regardais que finalement, la consommation de produits autrefois plus chers comme la viande ou le poisson avait drastiquement augmenté, et que finalement nos habitudes alimentaires s'étaient transformées pas dans le meilleur sens. Il y a peut-être aussi une prise de conscience de ces sujets. Alors, quelques chiffres quand même pour poser le débat. Les dépenses alimentaires ne représentaient en moyenne que 20% des dépenses d'un foyer en 2014, contre 35% en 1960. Donc c'est l'agriculture intensive, mais pas toujours de grande qualité, il faut quand même bien le dire, qui a entraîné cette diminution des prix. Et puis une explosion de la consommation de viande, 44 kilos par an et par personne en 1950, jusqu'à 85 kilos par an et par habitant à l'aube des années 2000. Pour le poisson, on est passé de 10 kilos par an par habitant à 25 kilos par an et par habitant sur la même période. Alors Aline, on mange plus, visiblement, le panier alimentaire s'est diversifié, mais pas toujours pour le meilleur. Et non, on mange beaucoup plus de plats transformés, on a moins de temps. Donc en moyenne, 36% de l'apport énergétique dont on a besoin, c'est des plats transformés. Malgré les conseils du gouvernement, on mange moins de fruits et légumes. Et surtout, de plus en plus de produits importés disponibles en toute saison. Donc par exemple, les produits exotiques, on en mange régulièrement dans nos menus, comme la consommation d'avocats. Voilà. Et donc la consommation a triplé en 10 ans.
Très bien. Alors, il y a de plus en plus d'alternatives proposées, donc ça c'est quand même la bonne nouvelle, et les circuits courts reviennent sur le devant de la scène, sont soutenus par les collectivités locales, les pouvoirs publics, les consommateurs aussi. Alors, Hugo, est-ce que vous pouvez nous aider à nous y retrouver entre local, circuits courts, bio, permaculture ? Effectivement, il y a aujourd'hui différentes notions d'agriculture et de système pour se nourrir. On s'en est rendu compte d'autant plus après le confinement, où beaucoup de personnes se sont retrouvées à cuisiner, avaient du temps, donc qu'ils ne pouvaient pas forcément avoir dans leur quotidien. Et aujourd'hui, on a effectivement ces trois notions. Donc on a le bio. Donc le bio, aujourd'hui, on voit aussi que c'est un label qui perd en crédibilité, c'est-à-dire qu'on a moins confiance en ce label bio. Et aujourd'hui, on va avoir plutôt confiance en quelque chose qui va être local et donc circuit court, donc proche de son maraîcher. Hugo, il faut rappeler quand même que le bio, c'est un aliment labellisé, produit avec de faibles apports en intrants chimiques. Ça ne veut pas dire zéro intrant chimique ? Ça ne veut pas dire zéro intrant chimique, ça veut dire certains intrants chimiques. Alors, je ne suis pas spécialiste de l'intrant chimique, en l'occurrence, mais pour le coup, le bio, c'est évidemment le type de production sur lequel on tend, puisque l'Union européenne subventionne les maraîchers à transiter vers le bio. Aujourd'hui, on a aussi la notion de permaculture et d'agroforesterie. La permaculture, c'est une méthode de production. On va vers différents types de production qui vont, entre elles, se fertiliser et du coup, permettre sur des petites surfaces d'avoir plus de production. C'est le modèle du bec et loin qui a été notamment développé en Normandie, où on s'est rendu compte qu'avec 1 hectare, on avait l'équivalent pour financer un emploi. Et c'est le modèle qu'on essaie notamment de dupliquer dans les villes ou proches des villes, dès lors qu'on peut avoir ce type de surface. Excusez-moi de vous interrompre. L'agroforesterie, pareil, en préparant cette émission, nous on a découvert qu'il y avait beaucoup d'agroforestiers en Île-de-France. Il y a des associations d'agroforestiers en Île-de-France et ce sont des pratiques, en fait, des modes d'exploitation qui renouent avec les traditions culturelles ancestrales, avec la présence de l'arbre qui va finalement faire remonter l'eau depuis les nappes phréatiques. Les feuilles et l'humus de ces feuilles vont fertiliser. Et donc, finalement, les interactions entre l'arbre et la culture étaient des choses qu'on avait complètement oubliées et qu'on est en train de redécouvrir. C'est une forme de relecture contemporaine de ce qu'on avait toujours su quand même. Complètement, et notamment à travers la connaissance du sol. Le sol qui a énormément de micro-éléments, et donc c'est ce respect naturel du sol qu'on laisse grandir et se développer à travers la nature, la biophilie, le biomimétisme. Et donc on va avoir plus de production, notamment l'agroforesterie pour l'élevage, donc qui se fait moins en ville, mais peut-être plus en périurbain. Oui, et ensuite, on a la notion du local. Et le local, aujourd'hui, revient à la mode. Le mouvement du locavore prône une alimentation qui viendrait de 100 à 250 km en moyenne, sachant qu'on peut y arriver à partir du moment où on mange de saison. Et donc, on va respecter les fruits et légumes qui sont en provenance de nos territoires et non importés à l'autre bout du monde. Alors, évidemment, derrière toutes les réponses que vous faites se cache toujours le sujet du défi climatique. On ne va pas le dire à chaque fois, mais bien évidemment, il y a un impact majeur de l'alimentation sur le défi climatique. Je rappelle que les émissions de gaz à effet de serre liées à l'agriculture augmentent malgré tous les efforts et les plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre en Europe et dans les États membres. Le sujet, c'est aussi le transport, vous venez de le dire, et donc local, circuit court, c'est quand même l'assurance d'avoir des produits qui n'ont pas émis de gaz à effet de serre lors de leur transport et qui profitent à l'emploi local. Finalement, Aline, on peut dire que local et circuit court aussi, c'est pas tout à fait la même chose et ça peut relever de réalités un peu différentes. Oui, tout à fait, on les confond souvent. Donc on peut avoir des produits issus de circuits courts, c'est-à-dire qui viennent, pour faire court, du producteur au consommateur, et locaux, c'est-à-dire qui sont produits localement, mais ce n'est pas obligatoire. Les AMAP et les marchés, c'en est un bon exemple. Donc, les AMAP, c'est les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc, par exemple, un agriculteur sur 2 qui alimente les AMAP en Île-de-France n'est pas francilien. Et l'autre exemple aussi, c'est nos marchés, où seulement 16% de nos commerçants sur les marchés sont eux-mêmes producteurs. Tous les autres... sont des intermédiaires. Exactement, ils se fournissent.
Alors, face à ce besoin de manger mieux, plus local, et de limiter les intermédiaires et les émissions de gaz à effet de serre liées à des transports parfois complètement incompréhensibles, l'agriculture urbaine reconquiert des villes dans des pays et des continents très différents. Alors, on a cherché des exemples intéressants. Alors, certains sont très connus. Il y a notamment les initiatives citoyennes pour donner accès à une nourriture saine et locale qui commence à fleurir un petit peu partout. Alors, on a trouvé des choses en Colombie, à Bogota, au centre même de la capitale, avec des jardins partagés, des projets de permaculture qui fleurissent en ville. L'accès à la nourriture pour tous, on a trouvé des projets assez remarquables à Madagascar, un pays où le riz est l'aliment de base, avec plus d'1 kilo de riz par habitant et par jour. Eh bien, la capitale héberge maintenant des rizières. Et puis, une agriculture peut-être un peu plus high-tech, avec la plus grande serre urbaine au monde qui vient d'être inaugurée cette année à Montréal, au Québec. Et l'entreprise qui est à l'origine de ce projet, qui compte déjà quelques 500 salariés, estime être en mesure de nourrir 2% des Montréalais, soit plus de 4 millions de personnes, agglomération comprise. C'est complètement incroyable. Alors, deuxième partie, les différents types d'agriculture urbaine, nous allons les investiguer puisque l'éventail est particulièrement large. Des villes et des hommes, le débat, deuxième partie. Alors, une petite définition. Xavier Laureau, bien connu, fondateur des Jardins de Galie, a rappelé dans son livre « Les 101 mots de l'agriculture urbaine à l'usage de tous » qu'il ne s'agit pas d'une mode, on l'a dit là, plusieurs fois, mais bien de filières qui développent des formes économiques et sociales innovantes. Alors, ces exemples, rapidement, à travers le monde, ont bien montré qu'il n'y a pas une, mais des agricultures urbaines avec des besoins publics, des usages différents. Une fonction d'abord, excusez-moi de le dire, c'est l'évidence, c'est l'alimentation, on en a parlé. Aline, quelques mots sur cette fonction primaire et j'ai tendance à dire vitale de l'alimentation. Oui, alors c'est vrai, et cela émane vraiment d'un territoire ou d'un quartier en fonction des conditions socio-économiques et sociologiques aussi. Je pense notamment à l'exemple des incroyables comestibles qui sont désormais très connus et imités un peu partout dans le monde. Oui, the incredible edible voilà. dans le texte. Voilà, donc qui est né en 2008 en Angleterre, pas loin de Manchester, à 30 km. Et il est né vraiment de la volonté d'exploiter tous les espaces qui sont perdus et de créer du lien, d'investir ces espaces, mais aussi de créer du lien autour d'une alimentation abordable et de qualité. Donc c'est un mouvement qui promeut l'agriculture urbaine participative en invitant les citoyens à planter partout où c'est possible et partager les récoltes. Aujourd'hui, ce mouvement mondial a gagné plus de 750 villes dans le monde. Oui. Alors, les entreprises le font aussi. Hein. Nous, on a notre potager partagé à Vélizy. Et le seul truc qui me désespère, c'est que ça n'a pas tellement le temps de mûrir. C'est très, très vite cueilli. Ce qui prouve qu'il y a des gens qui en ont besoin, d'ailleurs. C'est la conclusion que j'en ai tirée, en tout cas. Alors, finalement, une personne fait pousser des pommes de terre dans le The Incredible Edible, et puis une autre pourra les ramasser. Donc, on est dans une économie du partage aussi. Il y a un fort enjeu de pédagogie. Et en préparant cette émission, nous avons également lu un exemple particulièrement attractif, c'est la première régie municipale agricole de France à Mouansartou, dans le sud de la France. Hugo. Oui, effectivement. Alors, je voulais revenir sur cet enjeu de sensibilisation et de pédagogie, mais également de lien social qui est très important. Il y a un modèle qui fait date, c'est le modèle de Détroit dans les années 90, oui. Où on a eu la désindustrialisation et la pauvreté. Et la pauvreté, et où les habitants, pour subvenir à leurs besoins, se sont mis à se réapproprier l'espace public et qui, finalement, face à cette pauvreté, pouvaient cultiver leurs légumes et surtout limiter les incivilités. Nous, c'est ce modèle-là qu'on essaye aujourd'hui de dupliquer dans différents territoires qu'on peut considérer comme NPNRU, mais aussi des banlieues assez sensibles, comme et donc l'enjeu, c'est aussi la pérennisation, et donc pour ce faire, il faut faire une vraie sensibilisation, prendre le temps d'aller à la rencontre de ses habitants et de créer ces dynamiques de clubs de jardiniers. Aujourd'hui, la notion de pédagogie est aussi à destination des enfants, donc dans les écoles, faire connaître la sensibilisation aussi, oui. Et également même les grands-parents. Aujourd'hui, travailler avec les grands-parents permet de travailler sur l'agrothérapie, de travailler sur le mieux-être, et donc toutes ces notions-là de l'agriculture urbaine en font partie, au-delà de la notion alimentaire. Très bien. Mouansartou, 10 500 habitants, première régie municipale agricole de France. Vous pouvez nous en parler. Je crois qu'il y a 4 hectares cultivés,
3 créations d'emplois. Moi, ce qui m'a complètement surprise, c'est le tonnage. 25 tonnes de légumes par an, ça fait 1000 repas servis avec 100% de produits bio, servis localement par jour, et évidemment toutes les cantines de la commune alimentées avec ces fruits et légumes produits localement. Comment on parvient à l'équilibre budgétaire? Ça doit pas être facile. Si c'est pas la collectivité qui paye, on peut en vivre? On peut en vivre à partir d'un certain nombre de surfaces, et en l'occurrence, il y a plusieurs hectares, donc on peut financer, on peut investir dans des machines, on peut investir aussi dans un entrepôt, et ensuite on peut avoir tout un réseau de distribution. L'objectif, c'est d'avoir un circuit ultra court, et donc être direct commerçant ou direct consommateur. Alors, quelques chiffres. Nous, on a lu que la commune de Mouans-Sartoux avait estimé que passer au bio lui avait coûté 20 centimes de plus par repas et par enfant, mais que l'équilibre financier était atteint grâce à la réduction de 80% du gaspillage alimentaire. Autrement dit, l'économie faite en réduisant le gaspillage permet de financer le passage au bio, notamment parce qu'on a expliqué aux gens ce qu'on faisait, et on a expliqué que c'était produit localement. Il y a peut-être plus de respect aussi pour la nourriture dans l'assiette, qu'on ne gâche pas. Aline, une petite réaction sur le positionnement de ces collectivités territoriales qui s'emparent du sujet? Oui, on voit bien que progressivement et de plus en plus, les collectivités territoriales s'emparent vraiment de sujets. Je pense à la cité maraîchère de Romainville. Donc, en quelques mots, ce sont 2 tours serres que Eiffage Construction a construit, donc en plein cœur de ville, de la banlieue parisienne. Et donc, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'au début, la ville devait externaliser, confier la gestion à quelqu'un, à un prestataire. Et elle a finalement décidé de vraiment maîtriser le sujet et de créer une régie agricole municipale pour faire fonctionner ces serres et ce nouvel équipement public. C'est le premier cas de régie agricole dans un site dense comme celui-là. Et donc l'idée, c'est évidemment de sensibiliser, mais aussi de créer de l'emploi local. Très bien. Alors effectivement, un autre exemple, plus high-tech aussi, qui consomme un petit peu de foncier urbain, même si c'est une tour, donc l'emprise au sol n'est pas si importante, mais c'est vraiment un autre modèle qui commence aussi à fleurir. Je pense par exemple aux fermes urbaines de Lyon, qui est aussi une entreprise très active dans ces sujets. Alors, on a rappelé, on l'a cité, et Hugo, vous l'avez dit à plusieurs reprises, finalement, les enjeux politiques au sens de la cité, police. Les enjeux politiques sont très importants, sensibilisation, pédagogie, alimentation, lutte contre le gaspillage, reconnexion avec la nature, création d'emplois. Alors, le bien-être, c'est une des aménités finalement que nous apporte cette reconnexion avec la nature. On en a beaucoup parlé lors de notre émission précédente, dédiée justement au lien fort entre bien-être et nature. L'agriculture urbaine apporte ce service-là. Et je peux vous citer un exemple. Dans notre écoquartier à Châtenay-Malabry, donc en cours de construction, les appartements sont en train d'être réservés. Et on a été extrêmement surpris. Et moi, la première, j'avoue que j'avais un peu sous-estimé l'attrait de la ferme urbaine, d'1 hectare qui sera au centre de cet écoquartier, parce que finalement les gens cherchaient à réserver des appartements avec vue sur la ferme urbaine, voulaient savoir ce qu'ils pourraient acheter à la ferme urbaine, est-ce qu'ils pourraient emmener leurs enfants visiter la ferme urbaine. Donc on voit bien quand même que l'attrait du sujet dépasse très largement la seule fonction alimentaire, et qu'il y a vraiment une alchimie subtile finalement qui se crée dans l'esprit des gens. C'est inscrit dans l'inconscient collectif, cette reconnexion avec la nature. Et vraiment, je pense que la période de Covid d'ailleurs a certainement accélérer encore, augmenter la reconnaissance de ce besoin. Alors, dans les projets que vous menez, Hugo, chez Merci Raymond, vous faites la part belle à la pédagogie et à la sensibilisation. Et donc là, on va quand même dire un mot des écoles. Effectivement, il y a tout un enjeu, alors que ce soit former la jeune génération, mais aussi les mobiliser sur ces questions écologiques. Et c'est vrai que le jardinage et le potager, au sens large, est un moyen très concret de leur faire prendre conscience de la nécessité de se reconnecter à cette nature et de se reconnecter à son alimentation. Il y a un chiffre qui montre qu'une personne qui cultive son potager sera 3 à 4 fois plus nombreuse à consommer 3
5 fruits et légumes par jour. Oui, c'est ça. Voilà. Donc même à travers la pratique du jardinage, on va mieux manger ensuite. Donc prendre soin de sa santé. On va prendre soin de sa santé et c'est dès le plus jeune âge qu'il faut y aller. Et donc on travaille beaucoup dans des quartiers. Il y a aussi tout un enjeu des villes de déperméabilisation des cours d'école, donc les cours d'oasis, et de créer ces îlots de fraîcheur avec des potagers. Vous avez raison, je rappelle qu'il y a un enfant sur 5 en France qui est jugé en surpoids, voire pire, en obésité. Et donc, vous avez raison, commencer depuis le plus jeune âge à les intéresser à ce qu'ils mangent et comment ça a été produit, voire les inciter à produire eux-mêmes, c'est la meilleure façon d'éviter qu'ils se nourrissent mal. Alors, Aline, vous avez rencontré un engouement certain à Asnières sur un projet que vous avez piloté, c'est le projet de ZAC Parc d'affaires. Alors, on va le détailler dans la dernière partie de l'émission, mais est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous parler du sujet pédagogie et sensibilisation avec ce projet d'agriculture urbaine à Asnières ? Quelques mots pour introduire l'opération. Donc, c'est une opération de 2000 logements sur 7 hectares et on a voulu valoriser, rendre utile les surfaces souvent oubliées que sont les toitures des immeubles qu'on construit. Et donc, on a voulu implanter un peu de la nature en ville, de la biodiversité sur les espaces libres que nous n'avions pas au sol, donc sur presque 7000 mètres carrés. L'agriculture a tout naturellement répondu à cet objectif. Donc, on a voulu, avec notre partenaire Mugo, et c'est un choix qui a été fait, qu'elle ait une dimension éducative et sociale avant tout, en proposant des espaces partagés, pédagogiques, et en prévoyant vraiment une dimension animation dans le contrat d'agriculture. Excusez-moi de vous interrompre, Aline, mais vous avez dit en proposant des espaces partagés, c'est-à-dire que vous, en tant qu'aménageur urbaniste, vous aviez dès le départ réservé, sanctuarisé, si je puis dire, les espaces nécessaires à la prospérité de cette agriculture urbaine. Et ça, c'est vraiment important de le dire. Dès l'amont du projet, vous aviez décidé avec la collectivité de réserver ces 7000 mètres carrés. Oui, on avait défini la surface minimum qui était nécessaire pour faire fonctionner cette agriculture urbaine et qu'il faudrait trouver en toiture. Très bien. C'est un élément Donc vous avez important. investi la dimension aérienne de la ville. Voilà. Pour en dire quelques mots aussi, dans la vocation aussi, les végétaux qui seront cultivés sur les toitures, on a choisi de les transformer et du coup de cultiver des fruits rouges pour pouvoir augmenter les volumes et avoir du coup un impact et une visibilité beaucoup plus grande pour sensibiliser les gens sur ce qu'on pouvait faire là-haut sur les toitures. Voilà. Très bien. Alors, Hugo, en tant que professionnel, vous avez à votre disposition finalement un large panel de techniques diverses et variées. Comment vous les priorisez ? Qu'est-ce qui vous intéresse du point de vue technique dans l'exercice de votre métier ? Alors, les ingénieurs agronomes des équipes diront on veut du plein terre et dès lors qu'on a une pleine terre non polluée, profitons-en. Donc, on va prioriser le plein terre aujourd'hui. Maintenant, dans la ville, malheureusement, beaucoup de foncier est pollué ou alors on va s'adapter aussi aux différentes surfaces, que ce soit les caves, que ce soit les toits, que ce soit les murs. Et donc, il y a différentes techniques. Donc, on a de l'hydroponie à l'aquaponie. Donc, l'hydroponie, c'est de la production hors sol avec soit des systèmes de LED, soit des systèmes de lumière naturelle dans des serres on va pouvoir produire des petits fruits, des légumes, des tomates, des cerises, des framboises. Ou alors, on va avoir aussi l'aquaponie. Donc, l'aquaponie, c'est une méthode de production avec un système naturel de poissons, donc sans intrants chimiques, et qui permettront, à travers les excréments des poissons, d'alimenter les légumes et les petits fruits. Ensuite, on a aussi en souterrain donc les caves. Dans les caves, va pouvoir les exploiter. Notamment, on a un projet d'endiverie. Mon beau-père est producteur d'endives dans le sud-est de la France. C'est quelque chose de très simple et qui ne dépend pas de la météo. Donc, on peut contrôler tout le système de croissance du végétal et du légume, sachant qu'une endive fraîche est bien meilleure et donc moins amère et on a moins besoin de l'importer. On a aussi la culture de champignons, la culture de micro-pousses. Et si on part sur des cultures verticales, on a le houblon, qui est quelque chose qu'on peut produire en plein cœur de la ville. Pour les brasseries locales. Pour les brasseries locales, exactement. On a eu un projet de ce type où on a gagné un pariculteur dans le 11e arrondissement. On a fait produire du houblon. Et ensuite, à 2 minutes à pied, on allait amener notre houblon récolté en septembre pour le faire brasser. Et 2 semaines plus tard, on avait une bière ultra locale du 11e arrondissement. Alors, malheureusement, elle est partie très vite, cette cuvée Petite Charonne, rue de Charonne. Mais effectivement, aujourd'hui, on a un panel assez large. Maintenant, la question, ça va être aussi l'investissement qu'on va y allouer et l'objectif de cette production. Est-ce que c'est à destination
de se rémunérer ou est-ce que c'est à destination pédagogique ? Et c'est là qu'il va falloir faire la distinction. Alors, finalement, les solutions, elles peuvent aller du low-tech au high-tech. On a commencé à bien les évoquer. Il semble qu'on peut conjuguer aliments sains produits localement avec des innovations technologiques qui peuvent quand même augmenter le rendement et atteindre l'équilibre économique qui est quand même souhaitable. Alors que ça peut paraître paradoxal, il y a des exemples qui fleurissent. Nous avons souhaité interviewer Gilles Marguerat. Alors Gilles Marguerat, est ingénieur, directeur de production d'énergie chez Eiffage Énergie Système en Nouvelle-Aquitaine. Il travaille sur des projets incroyables de chauffage de serres alimentés par des systèmes d'énergie efficients, mais également de captation de CO2 en sortie de process industriel pour augmenter la photosynthèse des maraîchages. Bonjour Gilles Marguerat. Bonjour. Eiffage Énergie Système est le leader de la production d'énergie efficiente dans le maraîchage en France. Estimez-vous qu'il s'agit là d'une forme d'agriculture high-tech ? Oui, effectivement, le fait d'avoir des productions d'énergie efficientes dans l'agriculture fait qu'aujourd'hui on est sur des process high-tech. Donc aujourd'hui, Eiffage Énergie a développé des systèmes de cogénération avec des rendements de l'ordre de 94%. Et aujourd'hui, on est même capable de récupérer du CO2 pour les plants dans ces systèmes-là. Donc effectivement, on est sur de l'agriculture high-tech. Alors, quelle autre solution développez-vous pour vos clients agriculteurs et quelles sont les perspectives d'innovation à moyen terme ? Aujourd'hui, en 2015, j'ai un des maraîchers les plus importants de France qui m'a demandé de développer de nouveaux systèmes de production d'énergie, et depuis 2015, on travaille sur beaucoup d'axes de développement. Donc on travaille sur des process liés à la biomasse, on travaille sur des process liés au thermique solaire, et on travaille aussi sur des process liés à la valorisation de chaleur via des pompes à chaleur ou des groupes froids. Et en parallèle, on travaille aussi sur des process de valorisation électrique, principalement avec des partenaires qui font des films photovoltaïques organiques. Et aujourd'hui, Eiffage Énergie Système a lancé déjà 2 POC dans le maraîchage et est en cours d'en lancer 2 nouveaux. Très bien. Eh bien, merci pour votre participation, Gilles Marguerat. Je rappelle que vous êtes directeur production énergie pour Eiffage Énergie Système Aquitaine. Merci encore. Oui, alors petite précision, le film photovoltaïque dont il est question est produit en France par la société Armor, et c'est un film photovoltaïque avec une technologie dite du polymère organique sans silicium. Donc je tenais quand même à le préciser parce que le bilan carbone de ce mode de production énergétique reste faible. Alors, tout cela correspond à une demande, Hugo, mais ça ne respecte pas toujours la saisonnalité. Est-ce que c'est un problème si la production reste bio et locale ? Alors c'est effectivement tout le débat. Est-ce qu'on va préférer du local ou du bio ? Aujourd'hui, il y a des systèmes, comme vous l'avez cité, permettent de chauffer des serres de manière naturelle. Il y a aussi l'enjeu des data centers. Comment utiliser ces data centers pour récupérer la chaleur dans les serres ? Aujourd'hui, il y a ces différents types de production. Nous, on va encore prioriser de la saisonnalité. Aujourd'hui, c'est la volonté de Merci Raymond, c'est d'aller plutôt sur la saisonnalité des fruits et des légumes. Il ne faut pas oublier que selon la technique, il y a un besoin aussi différent en espace. Et bon, l'espace urbain est rare et cher. Et donc, comment intégrer les projets d'agriculture dans un paysage urbain ? Vous avez répondu tout à l'heure partiellement avec le fait d'investir la dimension aérienne de la ville. Nous allons passer à notre 3e partie. Quelle place pour l'agriculture urbaine ? Des villes et des hommes, le débat, 3e partie. Alors, en effet, le foncier urbain est rare et cher, on le sait, et puis les réflexions autour du zéro artificialisation nette sont de plus en plus nombreuses. Donc, l'une des solutions qu'a trouvé l'agriculture urbaine, surtout en zone urbaine très dense, c'est l'intensification des usages. Hugo, finalement, est-ce que tous les interstices fonciers ne sont pas utiles et est-ce qu'on ne peut pas les investir pour l'agriculture ? J'aurais envie de dire oui aujourd'hui. Et également, sur la notion d'aménagement, il y a un vrai parti pris du promoteur de la ville et de l'aménageur de choisir aussi de libérer du foncier pour le rendre à destination agricole ou végétale pour créer des îlots de fraîcheur ou même des espaces de biodiversité, à l'image de Châtenay-Malabry. Exactement. Alors finalement, il y a des projets un peu partout, dans les caves, les parkings, les façades. Quand même, ce sont des espaces qui n'étaient pas exploités jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une cave ou dans un parking ?
Alors il faut être créatif en ville, on manque d'espace, mais en même temps on en a. Donc on a moins d'espace au sol et aujourd'hui on va pouvoir exploiter donc les balcons, les toitures, les parkings, les façades. Et un des enjeux des villes de demain, c'est de travailler notamment cette façade, ce toit, et comment les réhabiliter. Donc il y a des questions de portance notamment sur les toitures. On ne va pas pouvoir faire du plein air sur des bâtiments déjà existants, ou alors le faire hors sol ou avec des systèmes high-tech comme vous présentiez tout à l'heure, avec systèmes d'hydroponie qui sont du coup moins lourds et qui peuvent respecter des contraintes de 200 à 400 kg par mètre carré. Ou alors, si on descend un peu plus bas en cave, on va pouvoir produire donc des champignons, produire des endives, produire des micro-pousses avec des systèmes de LED. Là, ça pose la question de l'écologie. Mais sur le système de la champignonnière ou de l'endive, il va falloir suffisamment de surface pour avoir un modèle rentable. Et aujourd'hui, c'est ce que fait typiquement la caverne avec Cycloponique, qui exploite donc dans le 18e arrondissement une cave avec des endives et des champignons. Et je crois aussi à Strasbourg. Je crois que Cycloponique s'est installé à Strasbourg dans un ancien bunker pour le transformer en ferme urbaine bio. Et puis, ils ont réhabilité aussi un ancien parking souterrain. C'est assez impressionnant. Alors, Aline, je voudrais revenir une minute sur ce grand projet de la ZAC Part d'Affaires, parce que vous nous avez présenté tout ce que vous avez voulu faire, et c'est assez formidable, mais vous avez quand même été confronté à des freins, des obstacles. Est-ce que vous pourriez un peu nous en parler? Parce que le projet, maintenant, est sorti de terre, c'est le cas de le dire, mais vous avez quand même eu quelques soucis au départ. Alors oui, les contraintes sont multiples. Elles sont d'abord économiques, puisque l'agriculture urbaine en soi n'est pas rentable. Donc il faut trouver le modèle économique qui permette de la mettre en œuvre. Alors pas rentable, c'est peut-être un peu... Disons, dans certains cas, elle peut peiner à trouver son modèle économique. Hugo Meunier nous expliquait que... Ou alors, si je peux me permettre de rebondir, aujourd'hui, nous, on croit vraiment à un modèle permaculturel du modèle économique de l'agriculture urbaine, dans le sens où il n'y a pas nécessairement que des revenus qui viennent de la production, mais qui peuvent provenir d'autres sources. Comme vous l'avez dit, voilà, notamment de la sensibilisation, du paysage. Tout à fait. Et dans le cas d'Anières, justement, l'autre dimension, ça vient de charges d'entretien d'espaces verts. Voilà, c'est ça qui permet d'équilibrer le modèle. Il y a les freins juridiques aussi, parce que nos agriculteurs jardiniers ne sont pas du tout aguerris à ça. Au volet juridique, vous voulez dire. Oui, voilà. Et donc, pourtant, c'est indispensable, puisque, par exemple, sur Asnières, les toitures, comme je l'ai dit, elles sont morcelées. Et le modèle ne fonctionne que si on a cette dimension globale qu'on raisonne sur les 7000 m² dont j'ai parlé. Donc, il faut trouver la structure juridique permettant de rassembler tous les immeubles autour de l'objectif commun. Voilà, donc c'est quelque chose sur lequel on a travaillé avec notre partenaire Mugo, et c'est des étapes qu'il a fallu franchir. Puis il y a les obstacles opérationnels, donc parce que entre l'idée et puis sa mise en œuvre, on le voit bien, on expérimente, et donc on n'a aucun modèle sur lequel s'appuyer et que l'on peut dupliquer. Donc à Asnières, si nous en sommes à ce stade de développement, ça va commencer à être exploité l'an prochain, c'est parce qu'aussi tous les partenaires autour de ce projet ont eu la volonté de poursuivre l'objectif. Ils se sont accrochés. On s'est accrochés, voilà. Et donc tout le monde, que ça soit la ville ou tous les promoteurs, ont maintenu le cap. Et puis avec Mugo également, qui a su convaincre tout au long du projet. Effectivement, alors on peut les citer, c'est Eiffage Immobilier bien sûr, mais aussi Emerige, ICAD, Marignan et Ogic, qui ont maintenu leur volonté et leur ambition de départ face à ces difficultés. Oui, effectivement, je rappelle que pour un constructeur, avoir de la pleine terre en toiture et des gens qui y vont régulièrement pour cultiver, c'est pas vraiment ce qu'il aime. Donc, si je peux rebondir sur cet engagement qui a été pris par la ville, l'aménageur, le constructeur, il y a aussi un enjeu, c'est les externalités positives. Au-delà du modèle économique financier et du modèle qui va permettre une rentabilité sur ce foncier en toiture ou en pleine terre, aujourd'hui, il y a ces externalités positives. Tout à l'heure, vous en parliez sur la ferme de Châtenay-Malabry, qui va vous permettre aussi de peut-être valoriser le foncier, valoriser l'existant à proximité et également créer des cadres de vie, créer des lieux de bien-être qui favorisent aussi un nouveau quartier et l'émergence de peut-être une ville plus attractive. Oui, vous avez raison. Alors, bon, finalement, on l'a compris, le maître mot, c'est l'anticipation,
c'est la collaboration et puis c'est aussi la persévérance. Alors, l'agriculture urbaine, c'est aussi une manière de ramener de la biodiversité en ville et finalement, c'est ce que vous dites aussi, Hugo, il y a des externalités, pour reprendre votre expression, positives qui ne sont pas toujours facilement mises en équation parce qu'on n'a pas d'indicateurs fiables qui permettraient de les mesurer et malheureusement, en économie, quand ça ne se mesure pas, ça n'existe pas. Donc, apporter des habitats propices aux espèces et des ressources alimentaires pour ces mêmes espèces, c'est aussi un enjeu, notamment dans un pays où la fragmentation des espaces naturels est quand même l'une des principales causes d'érosion de la biodiversité. Et le fait de réinvestir des façades, la dimension aérienne de la ville, des interstices urbains divers et variés, ça crée des trames, ça crée des corridors, ça crée des points de passage pour la biodiversité, mais également, vous l'avez dit, ça apporte pas mal de bonheur et de joie à l'homme. Alors, on avait parlé de ces services écosystémiques rendus gratuitement par la nature à l'homme dans une précédente émission. Il y a de nombreux services qui sont rendus par les sols. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il est important de s'intéresser à la qualité des sols et dans notre vieux pays industrialisé, malheureusement, en ville, les sols sont rarement nets. Ils sont même la plupart du temps pollués. Et donc, cultiver en ville, ça peut être le moyen d'identifier un type de pollution, de le traiter et ensuite de conserver les sols dans un très bon état fonctionnel, voire de les restaurer par des pratiques adaptées. Il y a quelques années, on s'était intéressé notamment à la mycoremédiation, qui est un système de dépollution des sols par les champignons. Alors, pas les champignons qu'on va consommer, bien sûr, mais du mycélium qui, en fonction de la nature de la pollution, est capable de capter des hydrocarbures aromatiques, voire des métaux lourds. Ensuite, évidemment, on doit les détruire, ces champignons. Mais c'est quand même très intéressant de voir que la nature est capable, elle aussi, de se nettoyer et de contribuer avec des techniques alternatives douces à dépolluer les sols. Alors, justement, à propos de pollution des sols, je voulais citer une étude qui a été faite par l'INRAE et AgroParisTech. Ils ont effectué des analyses de sols dans certaines fermes urbaines avec des cultures en pleine terre et le constat, alors je le cite, on continue, malgré les précautions qui ont été prises, de trouver la présence de polluants, notamment ce qu'on appelle des ETM, des éléments traces métalliques, avec des teneurs parfois plus élevées que celles habituellement rencontrées dans les sols agricoles. Donc on peut se questionner aussi parfois sur les risques sanitaires parce que finalement il n'y a pas de réglementation spécifique en France sur la qualité des sols urbains cultivés. Effectivement, et c'est plutôt une question sanitaire, donc ça va être... La réglementation aujourd'hui, elle est plutôt à destination des constructeurs ou des promoteurs de dépolluer un sol. Aujourd'hui, Exactement. sur la notion de jardinage ou d'agriculture urbaine, il ne va pas y avoir de contrôle. C'est la raison pour laquelle on a peu de visibilité et aussi il y a peu d'investissements qui sont faits sur ces sujets. Nous, aujourd'hui, quand on intervient dans des sols pollués, on va avoir plusieurs techniques, soit la phytoremédiation si on a énormément de temps, donc ça peut prendre 5, 10, 15, 20 ans, ou alors on va finalement isoler le sol pollué et rajouter une couche de terre végétale non polluée avec un système de géotextile. C'est le cas d'un projet qu'on a mené à Stein en Seine-Saint-Denis avec Pleine Commune et le bailleur social, où on a créé tout un jardin en mandala avec les habitants sur un sol qui était historiquement une friche dans laquelle on venait jeter son huile de moteur et de vidange. Donc on imagine les métaux lourds présents sur le sol. Donc un héritage de pollution en fait et de pratiques héritées du passé. Alors, certains trouvent des solutions alternatives, vous l'avez dit. On va écouter le témoignage d'un autre agriculteur urbain qui a fait le choix de l'horticulture sur un projet de l'île Saint-Denis, en Île-de-France. Il s'agit de Stéphane Berdoulet, qui est fondateur de l'association Allage. Bonjour Stéphane Berdoulet. Bonjour. Stéphane Berdoulet, première question pour vous. Vous portez un projet agricole original sur l'île Saint-Denis. Pourquoi avez-vous fait le choix de l'horticulture ? Notre premier souhait était de valoriser des savoirs existants chez des salariés en parcours d'insertion et de développer un projet d'agriculture urbaine. Mais confrontés à des sols pollués, nous avons réfléchi à 2 fois à monter un tel projet qui implique de déplacer le problème en envoyant ailleurs nos sols pollués et puis de faire venir de la bonne terre. Et c'est là qu'un salarié nous a alors dit « Mais moi, dans mon pays, j'ai pendant 25 ans cultivé des fleurs. » Et là, tout s'est aligné en fait.
notamment avec l'envie de construire une alternative au commerce mondial de la fleur qui fait que aujourd'hui on importe du bout du monde par avion, par camion des fleurs qui sont cultivées dans des conditions environnementales et sociales questionnables. Ah oui. Et c'est donc de là qu'on s'est dit participons à la relance de la fleur locale à destination des fleuristes du territoire. Mmh. Alors, l'agriculture urbaine implique le développement de nouvelles compétences et de nouveaux métiers. Pourriez-vous nous parler de la formation et des nouvelles filières associées de votre projet ? Oui, alors ça s'est construit aussi dans un dialogue avec le philosophe Bernard Stiegler. En fait, nous partons du principe qu'en ville, l'automatisation de nos sociétés va faire que certains métiers, notamment des métiers hyper spécialisés, répétitifs, vont disparaître. Et en parallèle, les villes ont besoin de nouveaux métiers pour construire leur résilience. Enfin, nos salariés souvent sont définis par tout ce qu'ils n'ont pas, nos salariés en parcours d'insertion, c'est-à-dire pas de métier, pas de formation, pas de maîtrise de la langue. Et pourtant, ils ont des savoirs, souvent en lien avec la terre, avec l'agriculture. Et donc, il y a de la place, d'après nous, pour des nouveaux métiers urbains. On les appelle les faiseurs de terre, c'est-à-dire ceux qui fabriquent du sol, du substrat fertile, à partir des matériaux de la ville, les terres excavées, le compost, le béton concassé. On les appelle aussi les fleuricultrices ou les fleuriculteurs, c'est ceux qui font de l'horticulture en milieu urbain. On les appelle aussi les collecteurs-composteurs, ceux qui collectent les déchets alimentaires et les couches jetables pour les transformer en compost et raconter le parcours du déchet au public qui viennent visiter nos sites de compostage avec la société Les Alchimistes que l'on a cofondée. Merci Stéphane Berdoulet. Je rappelle que vous êtes co-directeur de l'association alage.fr. Alors, témoignage très intéressant qui nous permet d'aborder de nouveau le sujet crucial de la création d'une nouvelle filière professionnelle et le besoin de formation associée. Alors, Hugo, je pense que vous vivez cela au quotidien dans votre métier ? Exactement. Nous, aujourd'hui, on a deux constats. On a un constat, c'est le manque de compétences clés, connaissant les plantes, connaissant les sols, connaissant les nouvelles techniques de pratique de l'agriculture urbaine. Et également, on a beaucoup de profils très qualifiés, donc une filière d'excellence en reconversion professionnelle, qui ont la quarantaine et qui ont envie de s'impliquer sur des questions écologiques. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ces nouveaux métiers-là sont considérés comme des métiers de la transition écologique, des métiers qui vont faire évoluer les villes vers une ville plus durable, plus écologique. Plus inclusive aussi. Plus inclusive. Nous, aujourd'hui, dans les équipes, on a un taux de mention très bien assez impressionnant. On a une polytechnicienne, une HEC, une ingénieure agronome, AgroParisTech. Et c'est des compétences qui, finalement, à l'échelle de Merci Raymond, une petite start-up, avec finalement des moyens de start-up, sont assez impressionnants. Donc, j'espère que ces profils-là et cette intelligentsia ira au bénéfice de cette transition écologique des villes à travers ces métiers d'agriculture urbaine. Mais il y a une réalité à ne pas oublier, c'est que c'est aussi des métiers difficiles. Donc beaucoup idéalisent la pratique du jardinage, idéalisent le métier d'agriculteur urbain, mais ça reste tout de même un métier où on met les mains dans la terre, on porte des sacs de terreau, on cultive des légumes. Toute saison, exactement. Alors, on a trouvé un projet intéressant aussi, très centré sur la vocation d'insertion sociale, c'est la Ferme du Rail. Donc, c'est un projet du 19e arrondissement de Paris qui a été distingué par plusieurs récompenses et qui s'est vraiment construit autour de l'insertion de personnes, cette fois-ci en très grande précarité, un peu ce que disait Monsieur Berdoulet, c'est-à-dire des gens qui sont marqués par le manque de formation, manque de références et à qui il faut redonner l'envie et accompagner de façon intelligente et inclusive. Alors, et puis aussi, j'oubliais, qui manque aussi de logement. Et ils ont ouvert une exploitation agricole urbaine et un restaurant qui a permis finalement de dégager suffisamment de cash et suffisamment de rentabilité pour aider au retour au logement un certain nombre de ces personnes. Alors, entre agriculture locale nourricière, retour de la nature en ville et activités d'insertion économique et sociale, on l'a dit à plusieurs reprises, la politique est vraiment au cœur du sujet, au sens dimension de la cité. La puissance publique, on l'a déjà évoqué, c'est
emparer du sujet au niveau national, au niveau des collectivités locales. Et donc, je voudrais un petit peu parler du concours, l'appel à projet lancé par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. C'est l'appel à projet Quartier Fertile qui vise à soutenir la transformation de plus de 450, je crois, quartiers prioritaires en France. Alors, les 27 lauréats ont été désignés lundi 7 décembre, alors même que nous préparions cette émission. Et justement, le projet de Stéphane Berdoulet sur l'île Saint-Denis a fait partie des lauréats et on le félicite. Ces lauréats vont se partager plus de 8 millions d'euros pour mettre en place leurs initiatives et accompagner la structuration de filières locales en associant les habitants, bien sûr, et en s'inscrivant dans une logique productive. Pour nous en parler, nous avons eu la chance d'interviewer Olivier Klein. Olivier Klein, c'est le maire de Clichy-sous-Bois, mais c'est aussi le président de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Bonjour Olivier Klein. Bonjour. Monsieur le maire, première question pour vous. Pourquoi l'ANRU a-t-elle lancé l'appel à projet Quartier Fertile en 2020 et quels sont ses objectifs ? Alors l'Agence nationale de rénovation urbaine, elle a évidemment des missions de refaire la ville, de faire du renouvellement urbain, réhabiliter du logement, en démolir, en construire, faire des équipements publics, des écoles, etc. Mais on sait que dans ces quartiers, il faut amener de la vie et l'ANRU, elle a aussi cet objectif d'être innovant. Elle co-investit et c'est vrai qu'avec Julien Denormandie, à l'époque ministre de la ville, on a eu cette volonté d'amener du vivant dans nos quartiers. On sait qu'il y a une vieille tradition de jardins ouvriers, de jardins partagés, mais là on a voulu aller encore plus loin dans cette notion de retour de la nature en ville, c'est-à-dire avoir des fermes urbaines. C'est un lieu de production, un lieu qui peut avoir aussi une vertu économique et puis aussi des vertus pédagogiques, amener les enfants, visiter ces fermes urbaines, mais autre chose parfois que du béton, soit dans une réflexion sur l'urbanisme transitoire, parce que on sait que ces projets sont longs et qu'il y a des moments où un terrain va rester libre pendant plusieurs années et ça vaut le coup à ce moment-là de regarder ce qu'on peut y faire en termes d'agriculture urbaine, plus que de jardins partagés. Et donc c'est vrai qu'on pense que ça fait partie des rôles que doit avoir l'Agence nationale de rénovation urbaine, c'est de participer à faire du beau et du mieux dans nos quartiers. Et l'agriculture urbaine en fait partie. On est tous dans mieux manger, des circuits courts, et il n'y a pas de raison que les habitants des quartiers populaires ne puissent pas eux aussi en profiter. Alors, vous êtes aussi maire de la ville de Clichy-sous-Bois dans le 93. En tant que maire, quel avantage voyez-vous à l'intégration d'espaces liés à l'agriculture urbaine, mais surtout, comment soutenir les agriculteurs urbains pour assurer la pérennité de leurs actions ? Alors c'est le rôle de cet appel à projet Quartier Fertile qui est de soutenir des projets, alors portés par des associations, portés par un territoire, portés par une intercommunalité, portés par une ville. C'est d'essayer de faire que ce projet il ait une vie à la fois agricole et économique, et donc l'ANRU apporte avec ses partenaires financiers, la Banque des Territoires, le Secrétariat Général à l'Investissement, et bien une aide financière à ces porteurs de projets, parce que effectivement c'est important que les quartiers en politique de la ville, les quartiers populaires, s'ouvrent à toutes les démarches et que ça soit pas, si j'ose dire, une démarche un peu bobo. On a tous droit à des paniers de produits agricoles de qualité. C'est pas parce qu'on habite dans un bel arrondissement parisien qu'on peut avoir une AMAP ou autre. C'est important qu'on en ait aussi dans nos quartiers et que les habitants de ces quartiers participent. Quand on a étudié les projets Quartier Fertile, on a regardé aussi comment c'était pas un ovni cette ferme urbaine au cœur d'un quartier, c'est quelque chose qui fait participer aussi les habitants de ce quartier, soit en amenant des enfants des écoles visiter la ferme urbaine, soit en utilisant des bénévoles pour participer aux plantations, à la récolte, etc. Donc c'est vraiment apporter de la vie au quartier, comme ce qui est important pour notre agence, c'est vraiment d'avoir ces deux phases, faire du dur, mais aussi être très attentif à l'humain. Et comme maire de Clichy-sous-Bois, c'est la même démarche. On aide déjà beaucoup de jardins partagés. On en avait prévu dans le cadre du premier programme de renouvellement urbain. On en aura aussi dans le deuxième, mais on a envie, comme d'autres, de se frotter à cette ferme urbaine avec un partenaire chez nous, c'est Vini Verdi,
qui nous accompagne, qui apporte son savoir-faire pour essayer d'avoir cette ferme. Alors on peut être en pleine terre, on peut être dans des potagers hors sol. On a aussi, et c'est pas à Clichy, mais des projets de culture de champignons dans des anciens parkings abandonnés, parce que et en attendant, c'est bien de produire dans des champignonnières des produits de qualité. Donc c'est vraiment extrêmement vaste ce que les champs de l'agriculture urbaine, et c'est tous ces champs qui ont été présentés dans l'appel à projet. Et c'est seulement un premier appel à projet. On a retenu 27 quartiers ces jours-ci, et on espère aller jusqu'à 100 quartiers fertiles dans les quartiers en politique de la ville dans les mois et années qui viennent. Merci beaucoup Olivier Klein. Je rappelle que vous êtes le maire de Clichy-sous-Bois dans le 93 et aussi président de l'ANRU. Donc nous allons conclure cette émission sur les propos de Monsieur Klein. Alors finalement, Aline, Hugo, l'agriculture urbaine, c'est un bouquet d'aménités, des aménités en termes de retour de la nature en ville, retour de la biodiversité en ville, production saine en circuit local court, pédagogie, sensibilisation, lien social, emploi, insertion, que du bonheur, j'ai tendance à dire. La période de Covid que nous avons vécue et que nous continuons de vivre a renforcé cette appétence des populations pour les circuits courts et pour l'alimentation saine. J'ai tendance à dire que finalement, on est en train de vivre la relecture contemporaine d'une réalité très ancienne. Et j'ai préparé une petite phrase. L'agriculture a de nouveau droit de cité en ville. À bientôt. Merci. Des villes et des hommes, une émission proposée en partenariat avec Eiffage.